Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la septième illusion, et je suis pas tout seul, je suis accompagné d'Hugo. Comment vas-tu? Mais ça va très bien et toi? Bah, ça va très bien, et on est là pour parler d'un très bon film d'horreur, ce qui est très rare ces derniers temps pour le souligner. Il s'agit donc de When Evil Lurks, réalisé par, attention, j'espère pas écorcher son nom, par le réalisateur argentin Demian Lugna. Et ben finalement, qu'est-ce que ça raconte ce film? Donc c'est après avoir découvert un cadavre mutilé près de leur propriété, deux frères apprennent que les événements étranges survenant dans leur village sont causés par un esprit démoniaque qui a élu domicile dans le corps purulent d'un homme. Le mal dont souffre ce dernier ne tarde pas à se répandre comme une épidémie, affectant d'autres habitants de la région. Un sacré pitch très carpenterien, assez alléchant, quoi. Et finalement, Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de ce When Evil Lurks? C'est un film très nihiliste, finalement, je pense. Ouais, bah c'est un film très, très sombre, très, très violent, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère quand il s'agit de créer une imagerie sanglante, pour ne pas dire gore. C'est une proposition assez rare quand même dans le cinéma horrifique, puisque bah, des bons films d'horreur, tu l'as très bien dit, ça se fait de moins en moins, malheureusement. Mais encore plus de ça, c'est un film argentin, donc un film de genre argentin qui arrive à se faire voir et à se faire entendre dans les salles françaises, c'est quand même très rare pour le souligner, surtout quand on connaît la situation du cinéma argentin en ce moment. Donc c'est un petit ovni au final, hein, ce When Evil Lurks. Qu'en as-tu pensé, toi? Et bah, c'est un film très radical, comme tu l'as dit, un film de genre qui n'y va pas avec le dos de la cuillère, pour reprendre ton expression, qui est très bien pour le coup. Parce que en fait, je pense que c'est un et même d'ailleurs, même une excellente surprise et surtout un film réjouissant parce que c'est un film qui arrive à régurgiter, à réutiliser ses influences, déjà correctement, mais surtout à en donner un nouvel aspect. Parce que le film ressemble à lui et en même temps, on peut le raccrocher à tellement de cinéma, comme je l'ai dit, à John Carpenter, à Lucio Fulci. Parce qu'il n'y a pas de citation directe à Fulci, mais il y a cette dimension nihiliste qui appartient bien à Fulci, pour le coup. L'aspect dimension, moi, le fantastique de possession très Fulcien, mais il y a aussi notamment l'introduction qui peut rappeler du Toby Hooper dans sa manière de représenter le soleil qui accroche, un soleil qui tape dur, quoi. Et, et même en matière de ça, même si le film a des défauts d'écriture, notamment la manière d'amener la possession démoniaque, le film est hyper intéressant dans son aspect contamination. Parce que vraiment, le film, la possession atteint une forme de contamination qui se déplace de manière très cohérente pour atteindre un film empoisonné, un film vénéneux, absolument jouissif, quoi. Et très méchant aussi. Un film très méchant. Ouais, je suis assez d'accord. Ça reprend un peu le motif carpenterien de la contamination qu'on voyait déjà dans The Things ou dans Prince des Ténèbres ou dans la plupart des films de Carpenter, parce que c'est vraiment l'un de ses fers de lance, en fait, ce processus de contamination. Donc, ouais, c'est une œuvre extrêmement nihiliste, comme au final, peu de films d'horreur le sont, et c'est un peu contradictoire de dire ça parce que, il y a rien de très joyeux en général dans les films d'horreur, mais là pour le coup c'est vraiment un film qui assume politiquement, son nihilisme, tant sur le plan humain que sur le plan, sociétal, puisque, on en reparlera certainement après, mais il y a tout un aspect concernant la possession, mais la possession de la terre, hein, du territoire capitaliste, dans la ruralité argentine, qui est aussi beaucoup mise en question par le réalisateur. Et là encore, ça porte un regard extrêmement nihiliste, extrêmement méchant aussi par moments. Et c'est un film particulièrement sadique aussi dans la façon dont il traite euh, les corps humains tout simplement, puisque je vais insister là-dessus pour commencer, mais c'est un film extrêmement gore, très, très graphique, avec
des effets de maquillage, et qui sont vraiment à couper le souffle. Vraiment, c'est dégueulasse. Il y a aussi quelques Ah, effets, c'est à spéciaux tomber par terre, hein. numériques. C'est Ah oui, vraiment oui, à oui. tomber par Il terre, y a les quelques effets effets spéciaux, c'est spéciaux hardcore. numériques aussi. Les effets spéciaux numériques se marient plutôt bien, je trouve, même si bon, on sent que le film pâtit parfois d'un petit souci de budget, mais ça va vraiment pas être dérangeant à l'œil. Donc voilà, c'est un film particulièrement crade et qui, est particulièrement inventif dans la façon de faire du mal au corps humain. On va avoir des scènes extrêmement gore et on sait que le cinéma d'horreur adore inventer l'image la plus gore et la plus violente possible. Mais là, pour le coup, le film va vraiment très loin par moments, en s'attaquant à un type de corps, très particulier qui est celui des enfants, et c'est aussi, Oui. bon, c'est pas la première fois que le cinéma d'horreur s'attaque aux enfants, hein. Friedkin le faisait déjà avec, L'Exorciste, qui est, je pense, une des références aussi de Whenever Lurks. Bref, mais les enfants vont prendre particulièrement cher et je pense que c'est une peur aussi, très viscérale, sachant que bon, le public, de films d'horreur est majoritairement composé d'adultes, donc de potentiels parents. Et s'attaquer justement, aux enfants, bah, ça peut être une dimension encore plus viscérale que ne l'est déjà la violence du récit. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, Adam, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment le film, gore de l'année, quoi. Ah, c'est totalement le film gore de l'année et comme tu le dis, en fait, il y a une dimension ultra sociale et surtout politique dans le film, puisque la contamination, la possession se déplace, comme je l'ai dit, se déplace en fait d'un lieu complètement perdu qui rappelle Tobe Hooper, qui rappelle Massacre à la tronçonneuse, qui était un film lui aussi très politique à son époque, et en fait va aller vers la ruralité carpathienne, vous savez, ces espèces de banlieues, et en plus les maisons sont blanches. Alors comme ça aide à l'identification en fait de où est-ce qu'on se situe, même des gens qui sont isolés, qui ont été isolés volontairement, et même d'ailleurs le film a quelque chose d'assez extraordinaire là-dessus, c'est qu'on débute en fait toutes les personnes du film sont au courant de ça, de cette possession démoniaque, surtout dans ce lieu perdu. Et en fait, ils sont déjà un peu contaminés eux-mêmes, sans que justement cette dimension possessive commence à démarrer totalement dans le film. D'ailleurs, commence par un corps assez boursouflé, très moi, en obésité, il y a du pus qui sort du corps. C'est assez splendide à voir quand on est fan de gore. Et, et qui pourrait rappeler d'ailleurs Brendan Fraser dans The Whale. Voilà, je le cite. Bisous à Jude Melon qui m'avait dit la référence. Ouais, et, c'est vrai. et même c'est vrai. Et même après, ça continue. C'est très méchant envers les enfants parce qu'en fait, ce sont les adultes qui sont en cause de ça. Et en fait, c'est la jeunesse de, de l'Argentine qui en pâtit de ça. Ils en pâtissent de leur péché, de leur mal intérieur. Et ça, c'est hyper intéressant quand on connaît la situation politique du pays qui dure depuis plus de 20 ans et que bah, ça a pas l'air de s'arranger et que le cinéaste peut-être dirait que la jeunesse est condamnée à subir bah, les erreurs des parents. Mais c'est eux qui sont responsables de tout ça et c'est eux qui vont propager le virus. Et ça, ça en donne un film, comme tu l'as dit, les enfants ont été utilisés dans le cinéma américain, dans L'Exorciste, dans Rosemary's Baby aussi. En fait, l'enfant va accomplir en fait le destin apocalyptique, puisque eux-mêmes les parents ont été déclencheurs. Ça donne un truc d'apocalypse, de la trilogie apocalyptique de John Carpenter, l'au-delà de Fulci. Ça, c'est un film qui est puissant et viscéral, malgré ses petits défauts d'écriture, pour exposer, comme je l'ai dit, l'exorcisme avec un personnage de voyante, mais franchement, en vrai, j'ai envie de lui pardonner tellement ça lui en donne tellement en fait, il arrive à utiliser son aspect de possession, tant les films d'horreur actuels n'arrivent pas à utiliser ce genre de gimmick, même le film d'exorcisme, même si on n'est pas là sur un film d'exorcisme, mais dans le genre film de possession, les films avaient du mal à l'utiliser correctement pour raconter quelque chose avec ça. Donc ça fait plaisir de voir un film qui l'utilise à fond la caisse, quoi. Bah, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment confronter la jeunesse aux erreurs des générations passées
Et quand on regarde bien, en fait, le mal dans ce film est représenté, bon, bien sûr, par le démon, comme dans beaucoup de films de possession, mais pour autant, le démon, en fait, ne va pas tant contaminer les autres qui sont, en fait, déjà imprégnés du mal. C'est-à-dire que les personnages, même le personnage principal n'est vraiment pas un héros, hein. On peut plus le qualifier de anti-héros parce que c'est un personnage très tourmenté, qui n'est pas forcément un bon père, qui, ne fait pas forcément aussi les bons choix dans le film, qui agit plus de manière, instinctive, dira-t-on, sans vraiment réfléchir. Bref, il a toute, l'armada comment dire? De choix narratifs qui font de lui un personnage vraiment, vraiment trouble, en fait. Et justement, ces choix, quand on regarde bien, tous les choix qu'il prend dans le film vont impacter, à plusieurs moments ses enfants et uniquement ses enfants et puis sa femme aussi, va en prendre pour son grade parce qu'on est dans un film, un peu crade quand même, donc faut s'attaquer à tout le monde, enfants et femmes, on notera quand même. Hem et du coup, voilà, c'est vraiment un film qui, heu, se veut entièrement politique, tout en arrivant à être particulièrement fun et c'est ce qu'on attend au final d'un bon film d'horreur, quoi. Bah, c'est ça, une série B, parce que c'est vraiment ça, c'est une série B qui a pas beaucoup de budget, mais qui en fait utilise son budget pour, justement en fait, cloisonner en fait le lieu de la possession. Mais qu'en fait, dire que cette possession, en fait, elle est apocalyptique. C'est tout le monde qui va en pâtir de ça et ça, c'est totalement Prince des Ténèbres de Carpenter, parce que tout le film Prince des Ténèbres se déroule dans une église, dans un lieu où technologie, possession se confrontent, voilà, si vous avez vu le film, Prince des Ténèbres de Carpenter, il y a totalement un écho à celui-là, qui est même le plus nihiliste de Carpenter et là, on a un film parce que généralement, les films d'horreur actuels, en fait, ont quelque chose d'un peu réconfortant dans l'horreur. Ce qui est un peu étrange hein, quand on le dit comme ça. Parce que, en fait, c'est des mécaniques qui sont très appuyées, en fait, tellement, en fait, c'est agité mécaniquement comme on agiterait un trousseau de clés. Bah, en fait, ça en donne à un truc en mode ah, je sais, ou ah, je sais ce qui va se passer. Même si le film ne cache pas le démon, le montre plein écran. D'ailleurs, le film débute sur un coup de feu, puis après, on va voir ce premier corps comme je l'ai dit, en putréfaction, quoi. Mais pour autant, ça en donne quelque chose de terrifiant quand on le voit plein écran. Le mal est vraiment en plein écran et se diffuse. Mais sauf que tout le monde peut être contaminé. Et ça, en fait, ça engendre une peur qui est viscérale et qui, en fait, on sait que ça va arriver, mais quand est-ce que ça va arriver? Ça, c'est vraiment le truc. Surtout, en fait, qui est le prochain qui va en pâtir de ça? Et justement, tu l'as dit, c'est tout le monde en pâtit de ce mal qui se répand. Et même d'ailleurs, visuellement, en fait, le film propose des séquences assez. D'ailleurs, il a un style beaucoup plus brutal qu'un Carpenter. La caméra est très agitée, elle va partout, c'est très découpé aussi. Il y a une certaine séquence dans une maison qui applique un petit toutou. Cette séquence, elle donne vraiment froid dans le dos et par son rythme très effréné. L'apocalypse, elle est très effrénée. Même d'ailleurs, les personnages se déplacent. Ils sont constamment obligés de se déplacer. Et en se déplaçant, ils amènent le mal. C'est fascinant comment est-ce qu'ils réinventent l'apocalypse en lui-même, Carpentier, quoi. Ouais et puis c'est aussi un film qui territorialise le mal. C'est-à-dire qu'au début, certes, on va voir le mal à un emplacement très spécifique, en gros, un lit dans une chambre, dans une maison très éloignée de toute forme de civilisation puisqu'on est quand même dans la pampa argentine et puis à un moment, les personnages vont faire le choix de déplacer le mal, hein, sans trop spoiler, bah, ils vont le déplacer et vont s'en imprégner aussi, donc le propager par eux-mêmes de par leur déplacement. Est-ce que ça pourrait être, comment dire? Peut-être que je vais aller trop loin dans mon analyse, mais peut-être est-ce que ça dit quelque chose de la migration? Sachant que bon, l'Argentine est maintenant, d'extrême droite depuis, depuis que ce film a été
été produit, donc particulièrement anti-immigration. Et justement, est-ce que le film n'est pas en train de nous dire, regardez cette forme d'immigration qui emmène le mal partout, ça peut faire du mal à notre pays. Je sais pas, ça peut être interprété comme ça, tout comme ça peut être interprété de tout l'inverse finalement. Mais justement, ça montre que le film a une certaine richesse d'interprétation derrière, qu'on peut le voir de différentes manières. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est surtout de s'intéresser à cet aspect territorial du mal qui va en fait posséder non seulement, bien sûr, les individus, mais aussi posséder les terres. Et on en revient à cette notion un peu capitaliste ou justement anti-capitaliste, parce que les personnages vont tenter toujours de se débarrasser de la terre dans laquelle ils vivent, qui est-elle imprégnée par le démon. Le démon va toujours les suivre, mais c'est toujours en fait, ça lance un processus de fuite sur quasiment tout le film, et c'est un des gros enjeux de la narration. C'est non pas d'affronter le démon, du moins en première partie, mais ça va être de le fuir, de changer de territoire, de partir pour éviter ce démon. Et alors bien sûr, le film va partir dans les travers du cinéma d'horreur avec une fin que moi je trouve assez bancale. Je trouve qu'on aurait pu aborder la chose différemment, et où en gros les personnages vont commencer à affronter directement le démon. Bon, c'était pas particulièrement intéressant, surtout qu'à mes yeux, il y a un personnage qui est donc une sorte de voyante qui se ramène à ce moment-là et qui est un peu tiré du chapeau magique des scénaristes, mais ça reste entièrement fun et entièrement noble, on va dire, mais voilà, je trouve qu'il y a un écart entre ce discours sur la fuite tant des personnages que du mal et cette confrontation finale. Je sais pas ce que toi t'en penses. En vrai, en soi, le personnage de la voyante c'est un peu, ouais, le truc tiré du chapeau pour expliquer, même si, en fait, les personnages sont au courant, en tout cas, dans ce lieu isolé de la Cambrousse, d'Argentine, sont au courant de ça. Parce qu'en fait, il y a une idée d'un folklore, d'une idée de quelque chose qui vient d'une légende, d'un truc, donc ça, c'est intéressant. Et, mais le problème, c'est que du coup, en fait, c'est amené dans une scène d'exposition. Ça, c'est un peu maladroit quand même, faut pas se le cacher. Et après, amener ça à la confrontation, moi, je le vois comme une perdition en fait de ces personnages qui, en soi, en fait, ils sont déjà contaminés et que, en fait, déjà, eux-mêmes ont été responsables de certains événements du film. Donc, je trouve pas ça incohérent, mais c'est un peu bancal dans la manière dont c'est exécuté quand même. C'est-à-dire que, en fait, le film enchaîne à des moments un climax, et après, je me dis, ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait été déjà extraordinaire. On en reparlera en partie spoiler de, pour moi, d'où ça aurait pu s'arrêter. Mais il y a, en fait, le cinéaste essaye quand même d'aller jusqu'au bout de son propos d'annihilation et de destruction des êtres humains. Donc, c'est bancal, mais le propos il est quand même présent jusqu'à la fin du film, et je trouve pas ça déconnant, personnellement. Ouais, je pense que on va pouvoir rentrer en partie spoiler, parce que je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Le film est sorti donc le 15 mai dans différents cinémas. Il est assez bien distribué pour le coup. Donc ceux qui nous quittent parce qu'ils ne veulent pas être spoilés, je vous invite à le voir. Mais du coup, toi, Ouais. Adam, où le film aurait pu se conclure? Pour moi, le film aurait pu se conclure en fait quand justement en fait l'enfant commence à naître. Quand il est né et qu'il marque du coup le personnage principal de la possession. Parce qu'en fait, il lui frôle le front pour aller jusqu'à sa tête, et en fait, il est lui-même responsable de la perdition de l'humanité. C'est cet enfant complètement rouge, baigné de sang. Vraiment, en fait, la naissance. On dirait presque un écho à Alien, mais c'est très lointain, hein, l'écho à Alien, hein, mais espèce de naissance par la violence. Parce que justement, en fait, il y a ce truc de, en fait, ils doivent pas utiliser de poudre, ils doivent pas le tuer, pas utiliser de poudre d'armes à feu. Il y a tout un folklore qui est développé là-dessus, qui est axé sur des armes, en tout cas des outils, armes qui sont nécessaires à la violence. Et pour moi, pour le coup, ça a été le clou Ouais, final. toujours. Ça aurait été vraiment le clou final de l'apocalypse. Et en fait, le film se prolonge un tout petit peu. Euh, et en fait, ça enchaîne un tout petit peu après avec la mère.
et que en fait, on comprend que son fils, qui est atteint d'une pathologie, je sais pas exactement laquelle, donc j'ai été dire des bêtises. Mais en fait, on comprend qu'il est en fait, dans le film, c'est dit plutôt qu'il est possédé et que, il a mangé sa grand-mère, quoi. Ce qui donne une scène assez terrifiante, hein, quand même, où il commence à aller, chercher les cheveux, la bague, c'est, ultra gore et ça se termine, sur un C'est plan, dégueulasse. ce qui est drôle, c'est que c'est dégueulasse. Le plan est savoureusement dégueulasse. Et ça se termine en fait sur quasiment en fait l'idée de l'ouverture. On revient au point de départ du soleil éclatant, de la maison isolée au milieu de nulle part, et que finalement en fait ils ont fait le cycle de la violence et que c'est juste de sa faute et uniquement de sa faute si c'est arrivé, si c'était pas déplacé. Ce qui est un peu terrible, hein, de se dire ça, de dire que finalement il aurait jamais dû se déplacer parce qu'il est lui-même la cause et les autres aussi, hein, sont responsables de ça. Mais voilà. Puis même d'ailleurs, c'est à cause du personnage, d'un autre personnage, mais il va l'accompagner dans le truc en déplaçant le corps putréfié de base. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Comment est-ce que le mal se déplace de ce lieu, de cette maison, et on revient à la maison dans le plan final. Donc c'est un peu bancal parce que ça enchaîne deux conclusions possibles, mais ça ramène à une idée de départ. Donc je fais ah, là c'est intéressant de manière apocalyptique d'exprimer la chose. Ouais et puis du coup ça montre aussi qu'il y a 2 formes de violence dans le film. Une qui est très explicite, bien crade et bien dégueulasse avec des scènes dont on va peut-être prendre plaisir à reparler parce que, je trouve que c'est des scènes qui sont trop rares dans le paysage, horrifique actuel. Mais il y a aussi une autre forme de violence qui est celle purement de la violence, psychologique où, le Oui. démon de par les entités qui le possèdent vont, vont s'en prendre au personnage principal avec des propos particulièrement sadiques et particulièrement méchants où, voilà, le démon est un peu, disons omniscient, il connaît un peu tout de la vie de tout le monde, heu et du coup, il va marteler vraiment de façon très méchante, vraiment sadique, hein, le personnage principal en lui rappelant, bon, d'une manière, somme toute peu recommandable, que c'est un très mauvais père, qu'il a eu des choix par le passé qui ont été, très désastreux. Enfin bref, le démon est particulièrement vicieux dans les propos qu'il tient et c'est quelque part peut-être encore plus violent que, ce qu'il y a, à l'image parce que, bah, le personnage, on voit que ça l'impacte. On ressent vraiment autant, heu, on ne voit pas tant avoir des expressions de dégoût, quoique ça arrive, d'image qu'il voit. Pour autant, là où on sent qu'il est vraiment, frappé, vraiment consterné, c'est quand le démon commence à lui parler directement et à le confronter à ses peurs et ses craintes les plus intenses, hein. Par exemple, le film va beaucoup s'attarder sur le fait que ça a été un très mauvais père, qu'il a été, odieux parfois avec ses enfants et avec, son ex-femme et bah, à partir de là, il va devenir très, très, très proche de ses enfants, mais on voit toujours que ce n'est toujours pas un bon père finalement, hein. Il arrive toujours pas à parler Non, correctement à ses enfants. Il a un fils qui est handicapé, bah, il a du mal à lui parler correctement, à être il patient avec cherchait lui. sa glace à la Bref, pomme, le sa démon glace à la l'attaque pomme, aussi. bordel. Sa glace à la pomme, il veut tout le temps chercher sa glace à la pomme. C'est genre, il y a pas plus important que quand même, parce que tu es responsable de la mort de ta femme quand même et de sa famille. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est Et de c'est assez de ton violent. fils aussi. Oui, voilà. Et à l'inverse, il est capable de voir des images, assez terrifiantes, hein, genre, sa fille qui se fait, sauvagement attaquer par un chien dans une scène qui frôle l'extase, et puis, d'autres moments où voilà, son ex-femme va va se faire renverser de manière ultra brutale, par une voiture. Il est capable de voir tout ça et de ne pas tant y réagir que ça. C'est-à-dire que, bon, il va forcément y réagir, mais il va pas paraître, très, choqué de ce qu'il vient de voir. Or, quand le démon lui parle et ben là, tout de suite, c'est des excès de colère, c'est des excès de pleurs, donc ça donne une profondeur au personnage qui est vraiment, vraiment très intéressante à dire. Oui, totalement, parce que la maison, elle est en fait, du coup, comme je l'ai dit, c'est une banlieue, qu'on peut voir dans Halloween de Carpenter. Parce qu'il y a une espèce de barrière. Même d'ailleurs, il y a un plan où le personnage principal, il marche et en fait, on dirait presque un écho inversé de Laurie Strode qui marche
et que justement après tu as le contre-champ et bon, il y a pas Michael Myers, hein, mais il y a cette idée-là, j'ai fait: «Eh, mais c'est Halloween ça!» Et même en général dans la maison, on a du coup le mal qui se propage à travers le petit toutou familial, qui va s'en prendre à la fille, de manière très brutale, sans, pause, hein, parce qu'on sait très bien que le chien va attaquer, mais on se demande: qui c'est qui va attaquer? Est-ce qu'il va attaquer le père, la mère? Non, c'est la petite fille qui n'a rien demandé à personne, la pauvre. Et du coup, ça insiste quand même sur l'idée que les adultes sont responsables de leur propre, de leur propre destruction, de eux et de leur famille. Et du coup, il va attaquer la tête, déchirer, moi, trimballer le corps. Et puis après, le père, bah, du coup, c'est le beau-père pour la fille ou c'est son père? Ça, c'est jamais dit explicitement dans le film. Et du coup, il va chercher l'arme à feu. Et du coup, le père, par son instinct primaire, en fait, d'aller tuer le chien qui s'en est pris à sa fille, va lui-même causer. Et en fait, le mal, en fait, est un engrenage. Ça, il faut c'est pas pour rien qu'on parle toujours du cycle de la violence. Là, c'est vraiment un engrenage qui se crée durant cette scène d'intensité qui dure au moins presque 10 minutes. Hein. C'est vraiment, c'est une scène très viscérale, très puissante. Et en fait, l'un va tuer l'autre, puis ainsi de suite. On enchaîne les couches et ça en donne quelque chose en fait de de la banlieue du lieu en fait séparé du coup de la maison. On était isolé avant au début du film parce que justement en fait le mari, du coup son ex-mari s'est exilé, hein, clairement, c'est dit dans le film, qu'il s'est exilé parce que justement c'était un mauvais père. Donc en fait, comme si en fait le lieu clos de l'Argentine était en fait ceux qu'on excluait. On les exclut du coup de la société, des lieux capitalistes. Parce que vraiment, on dirait vraiment une banlieue américaine, quoi. C'est assez terrifiant. Et aussi voilà, l'engrenage, la violence et tout ça, pour moi, cristallise en fait du coup, le virage que va opérer le film. Et du coup, vu qu'ils sont responsables de leur violence, ils vont eux-mêmes chercher à la provoquer pour amener au climax. Ouais et puis moi je vais revenir sur la scène de fin parce que enfin sur la scène du chien pardon, parce que, elle témoigne de quelque chose que le film, use très souvent et on a peut-être tendance à l'oublier, c'est que le film aime beaucoup faire durer le sadisme. Par exemple, cette scène du chien, tu l'as dit, on le sait, on le voit que le chien est possédé, qu'il va attaquer quelqu'un, heu et vient le moment où donc il attaque la fille et donc il va mordre la fille et l'emmener sous la table et à ce moment-là, on a le contre-champ sur le petit garçon qui, en fait, était témoin de cette scène. Donc ça redonne encore plus de dynamique, terrifiante à cette scène puisque, ben, un petit enfant innocent est témoin de l'attaque d'un autre enfant et puis, du coup, ce petit garçon va aller voir sa sœur sous la table et puis, à ce moment-là, on pense qu'il va se faire aussi attaquer, mais non, le chien va juste partir avec la petite fille en courant, et la petite fille bien sûr, est au fond de sa gueule. Donc c'est particulièrement, violent et c'est comme ça que le film en fait fait durer ces moments de sadisme. Il y a une autre scène à la fin qui est particulièrement dégueulasse où ce même garçon que je viens de dire, bah, se fait vider la cervelle. On va le dire Oui, comme voilà. c'est, hein. Bah, bah, ça dure peut-être 10 minutes où tu as, sa mère qui le porte et qui petit à petit va vider son crâne. Enfin, c'est particulièrement dégueulasse, mais ça dure ultra longtemps et toutes les scènes un peu gore, un peu violentes comme ça sont mises sur la longueur. Même, concrètement, celle du début, on découvre ce corps putréfié qui ne peut même plus se déplacer, enfin qui est particulièrement dégueulasse et qui est un exemple de génie, de maquillage, bah, même ce corps finalement il va être exposé de manière très longue, hein. C'est-à-dire que le film n'a pas de plan particulièrement long, si ce n'est pour exposer les éléments gore de son truc. Donc ça fait durer le sadisme, peut-être aussi que ça fait durer le plaisir, hein, si on prend du plaisir devant un tel film. Heu, mais c'est une dynamique particulièrement intéressante dans le cinéma d'horreur actuel, qui est de prendre son temps pour, montrer l'horreur. Là où, justement, les films d'horreur ont tendance, dans notre cinéma contemporain, à aller vite, à imposer des jump scares, donc qui est quand même l'essence même de la rapidité au cinéma. Bah, là, c'est un film qui prend son temps et qui va, à contre-pied du coup de tout le paysage cinématographique,
occidental et contemporain, et je trouve que c'est particulièrement galvanisant comme démarche. Mmh. Oui, totalement. En fait, les scènes d'horreur qui impliquent l'adulte sont, tirées en longueur, puisqu'ils sont eux responsables et quand la fille se fait mordre la tête, c'est vraiment en un seul plan, ultra, truc, mais en fait, va enchaîner plusieurs plans et du coup, ça va durer longtemps. Longtemps. Moi, l'enchaînement en longueur de plusieurs plans ultra rapides et nerveux, un choc qui emmène là comme ça, telle une faucheuse là, embarque la fille. En plus, c'est vraiment dégueulasse parce que vraiment il lui croque la tête pour emmener à partir de la tête la fille, quoi. C'est vraiment, bah, j'en rigole, mais c'est hyper, vraiment, c'est déstabilisant, quoi. Parce que ça prend de nulle part. Et même, c'est vrai, on prend pas le temps. Et même, surtout, en fait, on utilise les mêmes mécaniques d'horreur. Là où le film enchaîne plusieurs manières d'amener l'horreur, parce qu'on est d'abord en campagne, puis après on se déplace dans le film d'horreur rural avec pas un slasher, mais l'idée des meurtres brutaux et violents, au film de possession, impliquant des enfants. La clamesse qui se déroule dans une école d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'il se déroule dans une école avec des enfants habillés de la même couleur, des vêtements blancs, qui rappellerait les cheveux blancs du village des damnés. Le village des De damnés. Carpenter, encore une fois. Ouais, les villages des damnés. Et ça aussi, il y a une cruauté en fait qui n'est pas une personne. Et ça pour le coup, je pense en fait c'est une mécanique importante du cinéma d'horreur qu'on a du mal à restaurer et que ce film restaure. C'est qu'un film d'horreur doit être cruel. Doit être cruel parce qu'il est un miroir ultra exagéré de notre monde et que ils doivent être des échos parce que le cinéma d'horreur, c'est un des cinémas les plus politiques qui existent. On va pas s'amuser ici à en faire son historique évidemment, mais et pour le coup, le cinéaste en joue énormément et ça c'est très 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 réjouissant et ça fait surtout plaisir de voir un film qui use de ça et qui surtout va étirer sur toute sa longueur une idée d'un mal gangréné et qui va se gangréner au fur et à mesure du film. Bah, oui, je t'avoue que je sais pas trop comment rebondir. Je pense qu'on a fait un peu le tour, mais c'est vrai que finalement, quand on voit, ce final dans l'école, ça ramène entièrement au cinéma de Carpenter. D'abord, on l'a dit, le village des damnés, parce que, ces enfants qui sont possédés, absolument, inexpressifs, et en même temps, ça renvoie aussi peut-être, au Prince des Ténèbres avec, le mal qui se cache en sous-sol. Alors bien évidemment, When Evil Lurks le prend d'une toute autre manière que Carpenter, d'une façon bien plus crade et bien plus violente, mais grossièrement, c'est ça. Le mal est en sous-sol et puis, les possédés, on va dire, vont tout faire pour, empêcher les personnes de trouver et d'anéantir ce mal. Donc c'est au final un film qui ressuscite un peu le cinéma de Carpenter, tout en allant beaucoup plus loin, en étant beaucoup plus abrupt aussi dans son approche. Je sais pas ce que tu en penses, Adam, mais c'est peut-être le moment d'intégrer un fameux caméo Oui, surprise. voilà, parce que c'est notre marque de fabrique aussi à la 7ème Illusion. On fait apparaître des caméos surprises et il s'agit de Jude Melon. Hola, estoy el demonio. Pardon, excusez-moi, non, je ne suis pas argentin et tout, non mais franchement, conclure après ce que vous avez dit, c'est compliqué parce que vous avez quasiment tout dit en fait. Mais je vous rejoins sur pas mal de points. Un ressenti assez âpre dans un métrage radical. Il y a cette scène du chien au milieu avec la petite fille qui m'a clairement marqué au fer rouge. Je n'avais pas vu ça depuis très longtemps dans l'horreur et je n'avais pas été marqué d'une scène d'horreur au cinéma depuis au moins Midsommar. Donc ça a remonté à 5 ans quand même. Ça fait partie des moments rares dans un style de cinéma qui malheureusement on va dire, est tombé dans une forme de répétition de boucle avec certains trains fantômes là en salle et ça fait super plaisir de voir un film aussi bien distribué. C'est un petit miracle hein, parce qu'on est vraiment dans un, j'allais dire oui, dans un artisanat indépendant, oui et non, mais oui, dans un certain sens, et surtout un film qui va faire fi des conventions tout en les utilisant. Le style d'exorcisme, tout ça. Il y a quelques jumpscares, mais les jumpscares sont faits de façon, on va dire,
parcimonieuses, c'est pas tout le temps, et elles sont super bien faites. La scène du chien, il est remarquable, le jumpscare, à moitié hors champ, avec du point de vue du gamin qu'on filme, qui voit ça. Ça, c'est très intelligent, parce qu'on voit l'horreur qui se reflète dans le visage, le choc qui est dans le regard du petit, et nous, bah, on le subit en tant que reflet. Moi, je trouve ça encore plus fort, en fait. Parce que tu vois à moitié ce qui se passe, mais tu le ressens dans les yeux du garçon. Et donc, c'est ça qui fonctionne, en fait. Plutôt que de montrer comme ça apparaît à l'écran, ça aurait été beaucoup moins fort. Et puis, ça dure. Ça, je reviens sur ce point, c'est que l'horreur, en fait, au gamin dans le film, elle dure. Elle prend son temps. C'est pas parce que le réalisateur veut être sadique, c'est pas ça, c'est qu'il veut montrer que son pays va mal, dans la diégèse du film, mais un petit peu en vrai aussi, et que ce mal contaminant et tout va encore être plus impactant et plus vicieux et plus viscéral envers les plus jeunes. Parce que les petits, là, les enfants, ils sont marqués par cette horreur-là pendant tout le film. À un moment même, ils sont plus ou moins on va dire, les serviteurs de la possession et du démon. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est un film nihiliste dans le sens où tu as l'impression qu'il ne donne pas d'espoir, même en disant que la jeunesse argentine, elle est contaminée. Est-ce que c'est ce qu'il veut dire de son pays? Si c'est le cas, c'est quand même terrible, je trouve. Et il fait ici l'étalage d'une Argentine qui va mal depuis une vingtaine d'années, à tel point qu'à force de crise économique répétée, eh bien, ils se sont tournés vers un leader, oui, très très extrême et très dangereux sur certains points. L'histoire se répète d'ailleurs, hein, c'est une boucle. Hein, on sait ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne ou en Italie ou en Espagne. Hein, voilà. Et c'est un petit peu ce qui se passe là. Et c'est vrai que c'est une forme d'horreur qui dure et qui prend en boucle, qui prend en traître sur le papier, mais en fait, pas du tout. Le film nous fait comprendre que c'était déjà là. D'ailleurs, dès le début, on apprend que cette histoire de démons, de pourris, d'encarnados, là, comme ils disent en VO, bah, elle est déjà là. Ça s'est déjà produit. C'est déjà dans l'air du temps. Et le gouvernement les a laissés tomber, là, dans cette campagne. Ils pensaient être isolés et tranquilles, mais pas du tout. Ils peuvent même pas s'isoler de ce monde qui va mal. Donc, en fait, même les endroits les plus reculés sont maintenant contaminables. Et c'est un petit peu l'idée qu'on a ce personnage principal qui est en effet un père indigne, qui a clairement laissé ses gamins, et on sent que son ex-femme, elle lui en veut énormément, et d'ailleurs, une fois qu'elle est possédée, elle dit les 4 vérités qui sont terribles envers cet homme, et c'est un peu la représentation du mal humain qui essaye d'affronter le mal suprême, donc au final, ça ne peut que mal se terminer. D'où cette fin horrible. Mais je rejoins aussi l'idée que le film aurait dû se terminer sur la naissance du démon, là, du petit, avec quand il marche là, vers le champ, etc. Un peu, oui, ça c'est les enfants damnés, hein, c'est ça, Village of the Damned et tout là. Ça aurait dû s'arrêter là. C'est pas la peine à la fin de le montrer en mode oh no, limite avec la caméra qui montre. Vous savez, c'est la fin de Scary Movie. C'est affreux, la référence. C'était peut-être trop cliché la fin. C'est un peu dommage en fait. Et puis avec comme une sorte de sorcière voyante aussi, c'était un peu trop. Avec les règles et tout. Même si les règles elles renvoient au capitalisme, c'est intéressant. Il ne faut pas utiliser des armes du progrès pour le démon qui sont nourris. Ça veut dire que le démon il est capitaliste aussi. Donc voilà. Voilà ma conclusion. Oui, parce que aussi le mal, juste quand il se répand, en fait, il y a un des messieurs qui tue une de ses chèvres. Ça aussi, ça c'est pas pour rien, ça que. En fait, même jusqu'à contaminer les ressources, les peu de ressources qu'ils ont. Voilà, c'était juste pour marquer ce petit point-là, parce que ça vient me surgir en tête. Et ben voilà, en tout cas, on vous recommande fortement d'aller voir When Evil Lurks. Pas en VF, parce que je l'ai vu en VF, malheureusement. Voilà, vous pouvez me shame dans les commentaires. Parce qu'avec une séance en VO hier, je crois, au moment où j'enregistre. Et voilà, tout simplement, une bonne série B, comme on en voit très peu, et que j'espère que ça va continuer, même s'il y a le film de Rose Glass qui va pas tarder à arriver, et que je sens qu'il va être bien gratiné, celui-là aussi. Love Lies Bleeding, c'est ça, non, en juin? C'est ça, ouais, c'est ça. Et voilà. Oui, voilà, tu peux t'attendre à quelque chose de cet acabit-là aussi. Hein. J'ai hâte. Voyez Sainte Maud de Rose Glass. Oui, c'est vachement bien Sainte Maud, ouais. Voilà, des petits rocos, voilà, comme ça, de petits films, petites séries B. Parce que d'ailleurs, le film, j'ai pas précisé, mais il a eu le prix du public et de la critique au Festival de Jarmé. Voilà, je l'avais pas dit au début, mais mérité. Voilà, c'est lui qui juge mérité. C'est mérité. Bah totalement. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Dites si vous avez pu voir le film, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On prend toujours un immense plaisir à vous lire.
Et puis, à la prochaine tout le monde. Ciao. Salut!